La dernière force à étudier est celle résultant de ce qu'on appelle le champ magnétique. Le champ magnétique se mesure en Tesla, lettres grand T majuscule qui correspondent à des kilogrammes, seconde exposant -2, ampère exposant -1. Le champ magnétique terrestre est de l'ordre de 5 fois 10 exposant -5 Tesla. Les petits aimants permanents actuels fabriqués en néodyme fer-bore peuvent atteindre 1,25 Tesla et ceux nécessaires pour réaliser de l'imagerie par résonance magnétique sont de l'ordre de 6 Tesla. Nous savons aujourd'hui que chaque particule élémentaire possède ou non un champ magnétique propre. L'électron a un champ magnétique propre associé à ce qu'on appelle son spin, de même le proton, mais que la circulation des électrons à l'intérieur d'orbites autour de l'atome crée aussi, à cause de ce mouvement, un champ magnétique. C'est en 1820 que Hans Christian Ørsted découvre qu'un courant électrique qui parcourt un fil est capable de dévier une boussole et que donc un courant électrique crée effectivement aussi un champ magnétique. Dans les années 1820, Jean-Baptiste Biot et son collègue Philippe Savart expriment enfin la loi qui lie le champ magnétique à l'intensité de courant. Si un courant I parcourt un petit élément de fil de longueur dl, il va créer autour de lui un champ magnétique perpendiculaire au vecteur dl et qui va dépendre de la distance entre ce fil et le vecteur dl. L'expression du champ magnétique est donnée par la loi de Biot et Savart et est relativement complexe. Si on prend un élément de courant I qui parcourt un vecteur dl, que l'on prend un point où se trouve ce vecteur dl et qu'on cherche à déterminer le champ magnétique, on voit que le champ magnétique tourne autour de ce fil parcouru par le courant I. À droite de ce fil parcouru par l'intensité I, le champ magnétique est perpendiculaire au plan et rentre dans ce plan, tandis qu'à gauche, il sort de ce plan tout en étant perpendiculaire à ce plan. Pour avoir ce phénomène de rotation du champ magnétique autour du fil parcouru par le courant I, on va utiliser le produit vectoriel. Le champ magnétique créé par ce courant I est égal à μ0 sur 4π, μ0 est une constante fondamentale, multiplié par le courant I, divisé par la distance au carré qui sépare le point où se trouve le courant I du point où on cherche à évaluer le champ magnétique. La partie vectorielle du champ magnétique est donnée par le produit vectoriel justement du vecteur dl par le vecteur 1r. dl est le vecteur où se trouve l'intensité de courant I et 1r est le vecteur qui lie le point où se trouve le courant au point où on veut mesurer le champ magnétique. La constante μ0 s'appelle la perméabilité magnétique du vide. Elle a été fixée une fois pour toutes le 20 mai 2019 à la valeur de 4π fois 10 exposant -7 Henri par mètre. Pour le champ électrique, nous avions le théorème de Gauss qui disait que le flux du champ électrique à travers une surface fermée est égal à la charge totale qui est à l'intérieur de cette surface fermée divisé par epsilon 0. Pour le champ magnétique, nous avons par contre que le flux du champ magnétique à travers toute surface fermée est nul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge magnétique isolée, il n'y a pas de pôle nord et de pôle sud que l'on peut séparer. Ils apparaissent toujours par paires et donc le flux total du champ magnétique est toujours nul à travers une surface fermée. En 1864, Maxwell démontre que la lumière est un phénomène électromagnétique et calcule la vitesse de ce phénomène et montre que cette vitesse est reliée aux constantes epsilon 0 et μ0. À travers l'équation, la vitesse au carré est égale à 1 sur μ0 fois epsilon 0. Vers la fin du XIXe siècle, Lorentz établit la force d'interaction entre le champ magnétique et une particule de charge Q qui est animée d'une vitesse v. Cette force est la charge Q fois le produit vectoriel de la vitesse par le champ magnétique.
De même, s'il existe un courant I qui circule dans un élément de fil de longueur dl, cette force sera évidemment I fois le produit vectoriel de dl par le champ magnétique. Donc en présence d'un champ électrique et d'un champ magnétique, la force totale sera Q fois le champ électrique plus Q fois la vitesse produit vectoriel avec le champ magnétique B. Nous savons que le flux du champ magnétique à travers toute surface fermée est nul, mais nous avons un autre théorème très utile pour évaluer le champ magnétique qui dit que la circulation du champ magnétique sur un circuit C est égale à μ0 fois l'intensité de courant total qui traverse ce circuit. Cette intégrale est une intégrale du produit scalaire du champ magnétique B par le vecteur tangent dl. En quelque sorte, il s'agit du travail du champ magnétique B sur un circuit qui est fermé. Cette intégrale va nous permettre de calculer le champ magnétique créé par un fil qui est infini. Ce fil est rectiligne et donc par raison de symétrie, nous savons que le champ magnétique sur un cercle de rayon R qui entoure ce fil est le même partout sur ce cercle. En conséquence, l'intégrale de B dl n'est rien d'autre que B fois l'intégrale de dl qui n'est rien d'autre que le périmètre, c'est-à-dire 2πr. Ce qui veut dire que B fois 2πr égale μ0 fois l'intensité I qui traverse ce circuit. En conséquence, le champ magnétique à une distance R de ce fil est égal à μ0 fois I divisé par 2πr. L'expression du champ magnétique pour un fil infini nous permet de calculer la force exercée entre deux fils. Le fil de gauche va créer un champ magnétique sur le fil de droite et réciproquement, le fil de droite va créer un champ magnétique sur le fil de gauche. Et nous savons que la force est I fois le produit vectoriel de dl par le champ magnétique. Lorsqu'on insère la valeur du champ magnétique qui est μ0I sur 2πr, on montre que la force est attractive entre les deux fils et qu'elle vaut μ0 fois la longueur du fil fois l'intensité au carré divisé par 2π fois la distance qui sépare les deux fils. On peut aussi calculer le champ magnétique à l'intérieur de ce qu'on appelle un solénoïde parfait. Un solénoïde parfait est donc une spirale continue et infinie d'un conducteur électrique. Ici, je représente une coupe où on voit le courant en bas qui rentre dans le plan et qui ressort vers le haut. En utilisant encore une fois la circulation du champ magnétique, on peut démontrer que le champ magnétique à l'extérieur de ce solénoïde parfait est nul, alors que l'intérieur, il va dépendre du nombre de spires grand N que j'ai sur une distance L. Le champ magnétique à l'intérieur du solénoïde est μ0 fois le courant I qui circule dans ce solénoïde fois le nombre de spires divisé par la longueur L. Le solidoïde est donc au champ magnétique ce que le condensateur était au champ électrique. Dans les circuits électriques, on le représente de façon symbolique par cette petite spire, ce symbole qui représente les différentes spires. En utilisant la loi de Biot et Savart, on est aussi capable de calculer le champ magnétique au centre d'un cercle qui est parcouru par un courant I. Ce champ magnétique est égal à μ0 I sur 2R. Comme le flux du champ magnétique est nul, ce champ magnétique qui sort vers vous de ce cercle parcouru par un courant I doit tourner et revenir vers l'arrière. Le résultat est montré sur l'image de droite où on voit de profil ce cercle parcouru par ce courant I et le champ magnétique créé autour de cette boucle parfaite. Étudions maintenant les conséquences de cette force magnétique lorsqu'on utilise les équations de Newton. La masse fois l'accélération de la particule est égale à sa charge fois le produit vectoriel de la vitesse par le champ magnétique. Prenons par exemple un champ magnétique constant dirigé suivant l'axe Z. Prenons un système de coordonnées x, y. L'axe Z pointe dans le sens de la rotation de l'axe X vers l'axe Y. Par définition du produit vectoriel, l'accélération est donc toujours perpendiculaire au champ magnétique, c'est-à-dire perpendiculaire à l'axe en Z. Et l'accélération est toujours perpendiculaire aussi au vecteur vitesse.
Comme l'accélération est toujours perpendiculaire à la vitesse, le produit scalaire de l'accélération par la vitesse est donc nul. Cela a pour conséquence évidente que donc l'énergie cinétique ne change pas. La force magnétique étant toujours perpendiculaire à la vitesse, cela signifie que le travail de cette force magnétique est toujours nul et que donc l'énergie cinétique est toujours constante. Supposons que la vitesse v a une composante vx et vy suivant l'axe x et l'axe y. On fait le produit vectoriel et on trouve que la force est donc q fois b multiplié par moins vx dans la direction 1y et par vy dans la direction x. Représentons cela graphiquement dans le plan xy. Si ma vitesse est dans la direction y, je constate que ma force est dans la direction x. Si ma vitesse est dans la direction x, la force est dans la direction moins 1y. Et si ma vitesse est dans la direction moins y, la force est dans la direction moins x. On voit donc qu'une solution possible de l'équation de Newton est un mouvement circulaire uniforme. Nous savons que dans un mouvement circulaire uniforme, l'accélération est égale à v carré sur r, et donc on peut écrire l'équation de Newton, la masse fois v carré sur r, qui est l'accélération, est égale à q fois v fois b, où il n'y a plus de composante vectorielle, ce qui nous permet de déduire que effectivement le mouvement circulaire uniforme est possible, mais le rayon est déterminé, il vaut la masse fois la vitesse divisé par la charge et par le champ magnétique. Une des applications classiques de ce mouvement circulaire dû à un champ magnétique est le spectromètre de masse. On ionise les molécules qui nous intéressent de telle façon à ce qu'elles portent une charge électrique. On les envoie à la même vitesse à l'intérieur d'un champ magnétique. La trajectoire aura un rayon qui sera ainsi proportionnel à leur masse, d'où le nom spectre de masse. Une autre application est le cyclotron qui permet de donner aux particules une vitesse importante. On a vu que le rayon de la trajectoire était proportionnel à la vitesse, ce qui signifie que la vitesse angulaire oméga, qui est égale à v sur r, est simplement une constante, ça vaut la charge q, le champ magnétique B, et c'est divisé par la masse, ce qui veut dire que la période de rotation est une constante. Le champ magnétique sert à courber la trajectoire et il nous faut un champ électrique pour augmenter la vitesse pour avoir une accélération. Un cyclotron utilise donc et un champ électrique et un champ magnétique. La particule part avec une petite vitesse, donc elle a un petit rayon, mais le temps nécessaire pour faire un demi-tour ne dépend pas de cette vitesse. Quand elle a fait un demi-tour, elle se retrouve dans une zone où il y a un champ électrique qui augmente sa vitesse. À ce moment-là, le rayon augmente et le temps nécessaire pour faire un demi-tour est le même. Quand il a fait un demi-tour, et bien là encore une fois le champ électrique accélère la particule et ainsi de suite, petit à petit, le mouvement de la particule est une spirale et à l'extrémité du cyclotron, la particule sort avec une très très grande vitesse et tout ça dans un espace réduit. À chaque demi-tour, la vitesse de la particule change de direction et donc le champ électrique qui est appliqué est un champ électrique oscillant à la période dite la période du cyclotron. La petite vidéo qui suit illustrera mieux le principe.